Bonsoir. Également sur ce plateau, Kerwin Maïzo, vous êtes analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Et notre éditorialiste Alfred Chango, bonsoir Alfred. Merci Zahraou, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil bienveillant. Commençons par l'actualité politique. Pour revenir à cet attentat, Kerwin Maïzo, habituellement les Al-Shabaab revendiquent assez tôt quand même leur attentat. Pourquoi ce n'est pas le cas si c'est vraiment eux qui ont perpétré cet attentat? C'est juste la question qu'on est en droit de se poser. Généralement, les islamistes revendiquent très vite leurs attentats, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais si vous regardez la mouvance islamiste, la tendance généralement et maintenant, c'est d'utiliser des labels. Al-Qaïda est un label, État islamique est un label, et les Shabab, c'est une espèce de franchise qui dépend beaucoup plus d'un label. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un nouveau mouvement, peut-être, qui a commis cet attentat, et si c'est un nouveau mouvement, alors là j'ai un double raisonnement. Vous savez, les États-Unis, lorsqu'ils ont fini la guerre du Golfe, ils ont pris du matériel en Irak et au Koweït, ils sont venus faire la guerre en Somalie et ils l'ont perdu. Le film La chute du Faucon Noir nous le rappelle. Maintenant que l'État islamique est défait juste en face de la Somalie, ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes aient pensé à leur recyclage, à leur avenir terroriste, et pour venir prendre pied au niveau de la Somalie, parce que c'est à partir de la Somalie que le nouveau combat va commencer. Je vous informe qu'il y a un groupe islamiste qui a fait une vidéo qui se trouve dans des sites islamistes menaçant la République démocratique du Congo. Et chaque fois qu'on parle d'islamistes en République démocratique du Congo, le nom de la Somalie est évoqué. Donc pour moi, je pense que ça ne serait pas les Al-Shabaab, ça serait des gens venus... un groupe terroriste qui est en train de se nouveau groupe venu de la Syrie, de toute cette région, et qui est en train de se recycler. L'État islamique... oui, en train de se recycler dans la région. Et il y a un élément qui corrobore ce que j'ai dit. La Turquie est en conflit avec l'État islamique. Or, c'est la Turquie maintenant qui porte l'économie somalienne. Vous savez, la société Turkish Airlines, c'est une des rares sociétés dignes de ce nom qui dessert Mogadiscio. Exactement. Et avec cet attentat, le pays qui s'est le plus impliqué en apportant du matériel, une ambulance, je crois, et un avion médicalisé, tout ça, c'est la Turquie. Donc, ça ne m'étonnerait pas que l'État islamique vienne régler ses comptes avec la Turquie jusqu'en Somalie. Par rapport à la RD Congo, je reste encore sceptique parce que le pouvoir congolais aujourd'hui, qui est en débandade entre guillemets, cherche par tous les moyens à justifier son maintien au pouvoir, en ouvrant cette brèche-là des islamistes qui seraient entrés en RD Congo. Je n'y crois pas du tout. Les ADF Nalou et autres dans le Kivu là-bas. Dans le Kivu là-bas. Il y a une nouveauté, les communiqués se trouvent dans un site islamiste. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le gouvernement. Maintenant, les grands freins qu'il y a par rapport à ces actions, c'est que lorsque on pose ces actes dans un environnement où les États ont failli, ça pose toujours problème. Parce que moi je vois un jeune qui peut venir par exemple de la RD Congo, il arrive sur place, on lui apprend ce qu'il faut faire, il rentre chez lui. Il y a la corruption, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet. À la moindre manifestation politique, Internet est coupé. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc je pense que dans leur réflexion, ils devraient incorporer l'aspect comment réhabiliter les États africains et essayer d'établir des ponts avec les politiques africaines dans les pays qui marchent pour voir comment on peut faire marcher de pair la politique et l'économie. Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment à féliciter. C'est déjà un premier pas, mais énorme. C'est un grand pas, comme Kerwin Maïzo vient de le dire, parce que les hommes d'affaires ne peuvent que faire des affaires, c'est d'accord avec moi. Les hommes d'État ou les hommes politiques n'ont qu'à faire de la politique, c'est-à-dire quand le cadre macroéconomique ne donne pas beaucoup de possibilités pour pouvoir émerger, faire éclore des jeunes pousses, des start-up,
ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent que transmettre la connaissance qu'ils ont à ces jeunes pour pouvoir aller de l'avant. Mais déjà, ce qu'ils font, c'est assez bien. Mais moi, je dis aussi que le Nigeria, puisqu'on parle de ce pays, constitue aujourd'hui un grand pôle de compétitivité en Afrique. Et ce pays a une puissance démographique qui va peut-être demain dépasser le cadre structurel ou de la superstructure que le pays offre. Et il y a un pays qui peut constituer un réservoir pour l'avenir, c'est la République démocratique du Congo. Parce que c'est le seul pays qui est proche du Nigeria, à environ 1000 km, et qui offre des grands espaces et qui est sous-peuplé. Mais là, le contexte politique, peut-être. Le contexte politique, évidemment. Mais en réalité, en matière économique, les projections se font sur 20-30 ans. Dans 10 ans, dans 5 ans peut-être, le pouvoir de Kabila ne sera plus là. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, un nouveau changement, une nouvelle donne. Le Nigeria, s'il veut se faire un relais de croissance assez fort sur le plan des débouchés, des ressources minières, des ressources premières, mais aussi des ressources humaines. Il devrait penser à cette région d'Afrique centrale, pas que la RDC, il y a aussi la Centrafrique, un pays qui est vaste et sous-peuplé, mais qui est proche, parce que tous les pays qui sont autour du Nigeria, ce sont des pays généralement qui sont sur le plan de la superficie plus petits que le Nigeria, mais qui ne peuvent pas lui constituer des relais de croissance par rapport à sa population ou par rapport à de l'exploitation économique afin de garder sa croissance à terme dans un avenir assez lointain. Alfred. Oui, non, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'avec Tony Elumelu, son projet est panafricain. Il récompense et il soutient des jeunes entrepreneurs africains de tous les pays africains. Alors il y a des critères de sélection, projet, etc. Et puis soutien, appui. C'est vraiment les jeunes de toute l'Afrique. On sélectionne, et donc ce qui suppose effectivement que, comme Maïso l'a dit, que le cadre politique sécuritaire soit stable, qu'il y ait aussi ces garanties d'électricité, accès à l'Internet, qui est vraiment cette séparation entre le politique et l'économique, mais qu'il y ait aussi cette promotion du secteur privé qui permettrait justement de sous-tendre le développement économique, la croissance, la compétitivité de l'autre côté, alors que l'État fait faillite par exemple. Je crois effectivement, c'est pourquoi le modèle que propose Tony Elumelu est à encourager, est très intéressant. Je suis sorti du cadre de Tony Elumelu pour prendre un cadre un peu général pour le Nigeria, parce que juste ce que pardonnez-moi, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Patrick Mboyo, juriste, Kerwin Maïzo, analyste politique, et notre éditorialiste Alfred Chango sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui aux réfugiés sud-soudanais en Ouganda. Situé au cœur d'une zone de conflit, l'Ouganda est cité en exemple par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le pays accueille en effet un grand nombre de réfugiés. Aujourd'hui, plus de 900 000 en provenance notamment du Soudan du Sud. Et l'une des problématiques majeures concerne leur prise en charge immédiate, particulièrement celle des enfants. Ibrahima Dumaba. L'Ouganda est devenu une terre d'accueil pour les réfugiés de ses pays voisins et principalement du Soudan du Sud. Actuellement, 260 000 Sud-Soudanais sont recueillis dans le nord de l'Ouganda. Plusieurs milliers d'enfants isolés ont été répertoriés dans le camp de Bidi-Bidi, dans le district de Yumbe. Ils y vivent sans leur famille. Nous avons enregistré 9 000 enfants non accompagnés et séparés de leur famille. Des enfants qui ne savent pas si leurs parents sont vivants ou morts. Ils ont suivi la foule venant du Sud-Soudan jusqu'ici. Plus de 100 enfants isolés arrivent chaque jour en Ouganda dans des conditions difficiles. Environ 75 000 enfants isolés sud-soudanais sont répartis entre l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie. Dans ce camp ougandais, ces enfants bénéficient d'activités ludiques pour se prémunir contre la violence. Au même moment, les autorités font face à une pénurie de l'aide alimentaire.
Le programme alimentaire mondial n'a pas pu recevoir suffisamment d'aliments. Par conséquent, au lieu de donner aux réfugiés 100% de rations alimentaires, nous devons passer à 60%. Cette situation a amené le PAM à proposer une aide que nous appelons Cash for Food. Au lieu d'obtenir des aliments qui ne sont pas disponibles, le PAM veut avoir de l'argent pour chercher de la nourriture. Cependant, il n'y a pas assez de nourriture sur le marché. Selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'Ouganda accueille présentement plus de 800 000 réfugiés avec plus de 2000 arrivées chaque jour. Le gouvernement ougandais assure aux réfugiés l'accès aux services publics tels que l'éducation et les soins de santé et leur permet de se déplacer librement, mais aussi de travailler. Les combats en cours au Soudan du Sud ont fait 1,8 million de déplacés, dont la majorité est constituée d'enfants. Pour faire face à cet afflux de réfugiés, les organismes des Nations Unies ont besoin d'au moins 1,4 milliard de dollars. Kerwin Maïzo, le HR estime à plus de 670 millions de dollars l'aide qu'il faudrait apporter à l'Ouganda, mais pour l'instant seul 1/5 de ce montant est disponible. Est-ce que, in fine, c'est la politique d'accueil de l'Ouganda qui est remis en question, qui pourrait être remis en question? La politique qu'il faut remettre en question avant tout et à n'importe quel prix, c'est la politique belliqueuse de l'Ouganda. C'est un des pays les plus belliqueux de la région. On ne peut pas être pyromane et se plaindre de la fumée ou de la chaleur. Le problème sud-soudanais a été sous-traité pour le compte des pays occidentaux par l'Ouganda. Le Soudan était un grand pays riche et stable. Pour des raisons de profondeur stratégique, les États-Unis et Israël ont voulu diviser ces pays en disant aux Sud-Soudanais, si vous vous séparez du Nord-Soudan, vous deviendrez plus riche. Le Sud-Soudan, c'est presque toute la production pétrolière du Soudan. Et c'est une des plus grandes productions de la gomme arabique au monde. Après la séparation d'avec le Soudan, lorsqu'on a scindé le pays en deux, le Sud-Soudan s'est retrouvé plus pauvre que jamais. La première personne qui s'est battue pour l'autonomie, je vais dire, dans le Soudan du Sud, c'était le général John Garang. Il est mort mystérieusement. Moi, je dirais qu'il a été assassiné. Il revenait d'où? De l'Ouganda. On a mis M. Machar avec les résultats qu'on en connaît. Donc, que l'Ouganda ne se plaigne pas. Quand on sème la guerre en République démocratique du Congo, au sud du Soudan, en République centrafricaine et un peu partout, pour les comptes des Occidentaux, eh ben, il faut subir ce qu'ils subissent. Mais ce n'est pas le pouvoir ougandais qui subit ces conséquences-là, ce sont les réfugiés sud-soudanais. Et c'est cela qui est important. Oui, non, mais là, effectivement, Maïzo a raison sur un point, c'est-à-dire que Yoweri Museveni, c'est un pompier pyromane qui a semé beaucoup trop de désordre dans cette région de l'Est de l'Afrique, en particulier en RD Congo. Mais simplement, là, sur la question de réfugiés, c'est ça le paradoxe au fond de la situation que Maïzo soulignait, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, Yoweri Museveni provoque des crises, des troubles dans la région. De l'autre côté, il a une politique de main tendue aux réfugiés. Ce qui fait effectivement que si on comparait la politique française vis-à-vis des migrants ou des réfugiés qui sont arrivés tout récemment et la politique ougandaise, on se dit, mon Dieu, mais l'Ouganda est de loin le pays le plus accueillant parce que, il n'y a pas de discrimination vis-à-vis de ces réfugiés. Les réfugiés qui arrivent dans toutes les localités le long de la frontière, on leur donne des terres pour une politique d'intégration déjà. Vraiment, en attendant leur retour. Donc il y a cette politique d'accueil, un peu comme Angela Merkel a fait en Allemagne. Simplement, il faut aussi que les moyens suivent. C'est-à-dire les institutions internationales des Nations Unies apportent leur quote-part et puis les pays qui ont été, dont les États-Unis en particulier, qui ont poussé à la naissance de l'État sud-soudanais puissent aussi apporter leur écoute justement dans le règlement de cette crise-là. C'est vrai que le Sud-Soudan aspirait vraiment à la séparation avec le Nord, avec le Soudan de al-Bashir, parce que justement les Noirs quand même du Sud étaient maltraités, et puis si on ajoute ceux qui sont de l'autre côté à l'Est, les tués par les Janjaouides et tout ça, il fallait à tout prix qu'on en arrive là, sauf que
ça a été précipité, on n'a pas préparé justement les structures de cette indépendance, on n'a rien mis en place, un peu comme ça s'est passé en Libye, on chasse Kadhafi, brutalement. Et puis après, ben, on laisse les gens devant ce vide-là. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Riek Machar, qui est en train de faire n'importe quoi, aujourd'hui au Sud-Soudan, il n'est pas capable de rétablir justement cette entente nationale qui éviterait cet afflux massif des réfugiés justement. Deux petites précisions rapidement. Il y avait une discussion entre l'indépendance et l'autonomie. Et John Garang était beaucoup plus pour une espèce d'autonomie et c'est Machar qui était vraiment pour l'indépendance. Parce que si on avait suivi les chemins de John Garang, on ne serait pas arrivé là. Et lorsque j'ai dit que c'est bien qu'ils subissent, je ne parlais pas des réfugiés, je parlais des... Non, on est tout à fait d'accord. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Parce que ça déstabilise quand même un État de recevoir 1 million de personnes. C'était par rapport à ça que... Oui, bien entendu, mais voilà, il n'en reste pas moins que voilà, c'est la population qui subit malheureusement les conséquences de cette situation. Patrick Boyo. Moi, je vois l'aspect de réfugiés beaucoup plus au plan interne, la politique intérieure en Ouganda. En réalité, quand vous tendez les bras à des personnes en détresse, que ces personnes arrivent et que vous leur offrez des lopins, des terres, ces personnes sont intégrées entre guillemets au sein du pays, ces personnes vont dire merci à qui? Merci Monsieur le Président. Ils ne vont pas dire merci à la population. Et ainsi, le président ou le pouvoir en place semble bénéficier d'une certaine sympathie. En fait, c'est une sorte de réserve électorale. Et ces réfugiés, on les utilise parfois lors des élections en leur donnant. On en a vu dans plusieurs pays dans le monde. Une instrumentalisation. Une instrumentalisation. Et c'est aussi... laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne suis pas Alfred. Je ne suis pas d'accord avec vous, Mboyo, dans la mesure où on a vu par le passé, c'est que Museveni avait fait avec les Rwandais, les Kagame et autres, et puis après, ils sont revenus au Rwanda. C'est une politique quand même d'accueil qui date d'ailleurs d'au-delà de Museveni, puisque c'est Milton. Je voulais y arriver. Vous savez combien de fois les Rwandais, les Tutsis Rwandais, il faut le dire parce que ce n'était pas les Hutus. Combien de fois les Tutsis Rwandais ont soutenu les campagnes électorales de Museveni? Paul Kagame l'a dit. Il a été intégré même dans l'armée ougandaise. Oui, c'est devenu chef du renseignement militaire. C'est-à-dire qu'on le sait, Museveni n'accueille pas les réfugiés. Non, c'est pas tous les Rwandais, mais ils prennent des têtes qui lui servent. Et aujourd'hui... Là, pour le coup, c'est pas lui qui avait accueilli les Kagame, c'est Milton Obote au moment de l'indépendance. C'est vrai, ils sont arrivés... Ils sont arrivés avant l'arrivée au pouvoir de Idi Amin Dada. Milton Obote intégré. Idi Amin Dada, c'est lui qui a continué cette politique. D'ailleurs, c'est lui qui l'a développée. Bien sûr. Sur demande d'ailleurs du maréchal Mobutu. On va peut-être revenir pour revenir à cette situation, je dis que Museveni ne le fait pas de gaieté de cœur parce qu'il sait que déjà il a des problèmes avec son Parlement par rapport à sa limite d'âge. Si aujourd'hui, il y aurait des problèmes en Ouganda pour faire partir Yoweri Museveni, les premières personnes à soutenir à la défense, ce serait qui? Ce serait justement les réfugiés. Parce qu'il y aurait simplement une seule chose à leur dire, ou je m'arrange pour que vous rentriez chez vous et subir toutes les traumatismes, ou vous me soutenez. La même chose qu'il a fait avec Paul Kagame. Ils sont trop loin des Kampala. Laissez-moi tout te plaît. Je sais qu'ils sont trop loin de Kampala. Ce n'est pas un problème. La distance géographique... Et puis, dans les camps où ils sont, la distance géographique aujourd'hui ne compte pas en stratégie militaire parce qu'on peut déclencher des guerres même à des milliers de kilomètres. Donc, Yoweri Museveni s'est servi de la diaspora rwandaise ou des réfugiés rwandais qui étaient au Congo-Kinshasa pour monter le mouvement AFDL avec... Monsieur Patrick Boyo, et qu'est-ce qu'il en est pour les réfugiés sud-soudanais? Pour les réfugiés sud-soudanais, je peux dire simplement qu'ils vont être, si la situation dans leur pays ne s'arrange pas, ils vont être malheureusement les dindons de la farce. Parce que Museveni va faire avec eux la même chose qu'il avait fait avec les Tutsis rwandais. Il va les servir, il va les utiliser pour sa cause, pour son besoin. Et là, dans son pays, il y a un problème de maintien au pouvoir par rapport à sa limite d'âge. Il va sûrement trouver la formule pour que les réfugiés soient un épouvantail ou un instrument pour le permettre de passer cette phase. Ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que les rations alimentaires
sont réduites de 40%, exactement. Donc il ne reste plus que 60%. Je pense que les pays, les bailleurs de fonds qui sont généralement donneurs des leçons, c'est l'occasion d'intervenir. Si les programmes alimentaires mondiaux en arrivent à manquer des rations alimentaires, je trouve que c'est déplorable. Parce que ce que ces jeunes gens ont vécu, c'est la catastrophe. Les États-Unis ont essayé une expérience de prendre quelques enfants perdus du Sud-Soudan, de les amener aux États-Unis. On les a arrachés des villages du Sud-Soudan jusque dans les grandes villes américaines. J'ai vu des reportages, la plupart sont devenus des drogués, des voyous. Il y en a quelques-uns qui réussissent à aller à l'université. Il n'y avait pas d'accompagnement. Donc il faudrait les aider, par exemple en Ouganda, en aidant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour qu'ils aillent de l'avant. Donc on rappelle que chaque jour, ce sont environ 2000 Sud-Soudanais qui arrivent dans les camps ougandais. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup également à Kerwin Maïzo, analyste politique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous pouvez suivre certaines de mes analyses pour les lingalophones sur mon blog maïzo.com. Mboka sengele zala malamu ya batu mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola yende nzambe atinda aza kusufrir lobi buku kimina wapi ha bomoko ya mboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko ya mboka